Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Série d'été, seconde partie. Ce qu'on appelle le wokisme peut se définir, en première approche, de manière assez simple. Il s'agirait de la reprise des luttes issues et fondatrices de la modernité. Lutte sociale, lutte des femmes, lutte des écologistes, lutte des immigrés, etc. Mais dont la perspective n'est plus de changer la société, mais de changer de société. La question n'est donc plus tellement le changement social, mais la destruction des sociétés modernes elles-mêmes, dans toutes leurs dimensions. Mais sans que l'on sache, jamais, ce qui viendrait les remplacer, sinon les idéologies islamistes, communautaristes, racialistes qu'ils promeuvent. Ainsi, beaucoup de mouvements contemporains qui se prétendent féministes ne visent plus du tout l'égalité entre les hommes et les femmes, la remise en cause des places imposées à chacun, ou encore la liberté sexuelle, chose largement acquise en Occident. Ce qui est voulu ressemble bien plus à une ségrégation sans précédent entre les sexes à travers une confusion sans nom, conduisant à l'anéantissement des repères anthropologiques qui fondent et permettent la vie sexuée et sexuelle épanouie. Nous assistons donc, en réalité, à la destruction des acquis du féministe historique, en son nom, pour le plus grand bénéfice des obscurantistes religieux ou coutumiers. C'est ce retournement que décrit très précisément la psychanalyste Sabine Procoris, auteure du Mirage MeToo, dans Le Mirage du néo-féministe, notre émission de novembre 2023. Qu'est-ce que c'est l'alliance des minorités ? C'est l'alliance de... Alors, c'est quoi les minorités ? C'est tous ceux qui sont, alors noirs, gros, trans, femmes, je ne sais pas quoi encore, roux, et tout ce que vous pouvez imaginer, qui sont discriminés. C'est-à-dire, on fait de la discrimination une identité, en fait, qui sont discriminés par les méchants, le méchant hétéropatriarcat blanc occidental, et donc, il faut qu'ils s'allient. Par conséquent, évidemment, que la religion des dominés, par exemple les musulmans, ou les peuples, par exemple, ou ce qui peut se passer en Afrique, comme c'est des gens qui ont été colonisés, en fait, c'est ce que raconte Ouria Boudelja. Hein. Finalement, en fait, leurs pratiques patriarcales sont le fruit de la colonisation blanche. C'est quand même un comble. Si, l'exemple intéressant, c'est Butler, à propos de la burqa imposée par les talibans. Pendant le premier régime taliban, elle a écrit, je raconte dans le livre sur Butler, dans les Docteurs Graves, elle explique, elle fait 3-4 pages dans un de ses livres pour expliquer que les femmes afghanes qui refusent la burqa sous le premier régime taliban sont des complices du préjugé culturel occidental. Donc, voilà. Autrement dit, c'est des collabos, il n'y a qu'à les tondre. Donc ça veut dire quoi ? Ça, c'est féministe, il paraît. Parce qu'elle privilégie le fait que comme c'est culturel et que ce sont des cultures opprimées, c'est forcément bien. Tant pis pour les femmes. Hein. Et donc, ce qui ne va pas, c'est d'être du côté de... Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes du côté de Bush. Vous voyez le truc que On retrouve la même contradiction fondamentale dans le domaine de l'écologie. Ainsi, dans l'émission de l'écologue Quentin Bérard de janvier 2023, Impasse de l'écologie politique, l'auteur de Éléments d'écologie politique pour une refondation décrit la mise en place d'une idéologie, l'écologisme. Pour ce prêt-à-penser omniprésent, la question n'est plus de travailler nos rapports à la nature, de remettre la science et la technique au service d'un projet humanisme, ou encore de prévenir des dégradations que l'humanité inflige à la biosphère. Il s'agit plutôt d'accuser l'Occident dans sa totalité au nom d'un retour fantasmatique dans un jardin d'Éden, une harmonie parfaite, telle que l'auraient connue fantasmatiquement les sociétés non occidentales. Pour parler de l'idéologie écologiste aujourd'hui, je parlais de l'écologisme, comme un prêt-à-penser, dans lequel on rentre extrêmement facilement à partir de quelques axiomes. Et c'est ces axiomes de base, justement, que j'explore notamment dans mon livre. Alors, par exemple, un de ces axiomes est de considérer que les problèmes d'écologie sont dus à l'Occident, ou
à la modernité, et ou au capitalisme, et ou à la société industrielle, et ou à la technoscience, et ou au patriarcat, etc., etc. C'est-à-dire d'attribuer les problèmes écologiques, pour prendre le terme, à une cause unique. Voilà. Ça, c'est postulé dans la totalité des milieux écologiques. On pourrait multiplier les exemples, puisque ce sont progressivement tous les domaines qui sont atteints par cette fièvre saisissant les milieux universitaires en s'attaquant prioritairement à la langue elle-même. Les mots sont détournés pour signifier leur contraire exact. Les anglicismes et néologismes se multiplient pour paralyser l'interlocuteur. Des mots sont bannis et la pensée se fait slogan afin de détruire toute nuance, tout recul, toute critique des dogmes qui se solidifient sous nos yeux. C'est le constat que dresse le linguiste Xavier Laurent Salvador, linguiste et auteur de Petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke, dans l'émission de novembre 2022 portant sur l'Observatoire du décolonialisme, dont il est rédacteur en chef. Moi, je vais prendre un exemple, mais qui vient de mon université. J'espère que mon président ne m'écoute pas, mais bon, on sait par exemple que des associations comme le CCIF pratiquent l'écriture inclusive. On sait que les hijabeuses sont tout à fait capables de s'approprier les codes aujourd'hui des SJW d'il y a 5 ou 6 ans. Parce qu'ils sont hype, jeunes, fun, ils disent yel, mais on sait très bien que le fond, finalement, n'est pas du tout le même. Mais évidemment que cette apparence-là leur permet d'être un entrisme pseudo-progressiste qui leur permet de rentrer dans un discours de déconstruction. Et à Paris 13, moi j'avais été sidéré d'apprendre, quand on avait monté l'Observatoire, qu'on avait fait venir Hassim Ait Yahya à faire conférence à l'université sur la laïcité radicale. Donc je me suis procuré l'enregistrement, vous pourrez le consulter, j'ai retranscrit toute la conférence parce que ça m'intéresse. Et je veux dire, le discours d'Hassim Ait Yahya sur la laïcité est un discours érudit, construit, qui parle à des jeunes. Il leur dit des choses qui leur parlent tout en les amenant sur un terrain que je trouve extrêmement dangereux, qui est celui de dire que la laïcité est un outil d'oppression patriarcale, dominant, occidental, contre lequel il faut se rebeller pour permettre à la communauté musulmane de s'émanciper. Enfin, le discours est complètement politiquement, mais il se tient dans l'université, et voilà. Donc je pense que cette convergence-là, il faudrait qu'on soit capable de la penser. Pourtant, ces mouvances woke, militantes et bruyantes, n'inventent strictement rien. Elles ne font que répandre et reprendre, en les radicalisant à peine, les discours qui ont émergé en France après mai 68, c'est-à-dire ce que l'on appelle les années 60, dans tous les pays occidentaux. Le sociologue Jean-Pierre Le Goff appelle ce bouleversement la révolution culturelle, titre de notre entretien avec lui en juin dernier. Et 68, c'est un drôle de mélange. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette catharsis qui arrive, et en même temps, la commune étudiante notamment, va rejouer sur un mode, j'allais dire, révolutionnaire, toute une histoire passée. C'est-à-dire l'histoire des barricades de 1848, mais c'est aussi Victor Hugo, etc. On rejoue ça, c'est-à-dire on remet sur la scène historique quelque chose qui est en train de mourir, mais on le met de façon caricaturale, et c'est le peuple adolescent qui le porte. Les racines historiques de ce courant idéologique sont exhumées par Guy Fargette dans l'émission de mars 2024, Origine et métamorphose du stalino-gauchisme. Il en fixe le moment fondateur, inaugural en octobre 1917 en Russie, lors du putsch du parti bolchevique qui sonne la fin des mouvements ouvriers sous les exécutions, les déportations et la terreur totalitaire aux 4 coins de la planète. La gauche fondamentale, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais tiré de leçon de ce naufrage gigantesque, et la jeunesse dite woke encore moins. Elle semble n'avoir strictement aucune mémoire historique. Elle en reprend avec d'autant plus de violence et de naïveté les réflexes et les procédés totalitaires qui lui permettent de s'opposer par tous les moyens à la volonté des peuples par la manipulation, l'intimidation et la brutalité. Cherchant à rééduquer les populations au nom de leur doctrine d'avant-garde, il travaille en réalité à en finir avec la singularité des sociétés occidentales, c'est-à-dire la recherche d'autonomie individuelle et collective. Il faut bien voir que les trotskistes, bon, ils ont été victimes des crimes staliniens,
Mais s'ils avaient pu liquider les staliniens, ils l'auraient fait. Et Trotsky faisait plus peur en Russie que Staline à l'époque où il était dans le pouvoir. C'est l'homme pratique du communisme de guerre. Ça a été absolument terrible, le communisme de guerre. C'est la guerre civile qui a été dirigée contre les paysans. Et il y a eu des soulèvements paysans d'une ampleur colossale, et c'est uniquement par des famines, et à l'occasion même par des gaz asphyxiants, que les révoltes paysannes ont été détruites. On parle des années 22, 23, 24. Hein. Quand on regarde comment ils s'y prenaient, on se dit, mais les méthodes n'ont pas changé. Ces gens-là n'ont jamais fait leur aggiornamento. D'ailleurs, la phrase « mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron », il faut oser quand même. C'est les yeux dans les yeux, je vous mens, je me suis trompé et je ne regrette rien. Alors là, on est devant un procédé qui est de type totalitaire, éventuellement. Enfin, il peut le devenir. C'est aussi la réplique qu'on a entendue à propos d'un très bon documentaire qui est passé il n'y a pas très longtemps, qu'on mettra en lien sur le site, à propos de Simon Leys, dénonciateur du maoïsme. Et les Mao, aujourd'hui, enfin les ex-Mao, les ex-néo-Mao, admettent effectivement qu'ils se sont trompés. Mais bon, on passe à autre chose. Là aussi, il n'y a aucun bilan. C'est-à-dire que l'absence de bilan de l'URSS, qui est le point de départ en fait, de votre réflexion, qui est vraiment le nœud de votre effort intellectuel, on le retrouve systématiquement. Oui. Donc, il n'y a pas de bilan du maoïsme non plus, il n'y a pas de bilan du marxisme, il n'y a pas de bilan du trotskisme, du marxisme, rien du tout. Il n'y a pas de bilan de manière générale dans le monde. Une généalogie philosophique de telle posture, difficilement compréhensible par le commun des mortels, est tracée par le linguiste François Rastier, auteur du livre Heidegger, Messie antisémite. Dans l'entretien qu'il nous a accordé en mai 2023, Heidegger et sa prospérité militante. La métaphysique heideggerienne de l'entre-deux-guerres est en effet une condamnation radicale et sans recours de la totalité de la civilisation gréco-occidentale, reprise et généralisée par les auteurs de la French Theory, les Marcuse, Derrida et Foucault, artisans de la déconstruction. Leurs disciples se retrouvent aujourd'hui dans une myriade de mouvements apparemment sans lien, mais qui convergent tous pour la destruction pure et simple de la modernité. Qu'ils soient par exemple écologistes, féministes, insurrectionnalistes ou islamistes, pro-Iran ou pro-russe, croyants ou non. Ça n'a pas été analysé, mais il faut voir que le grand mouvement anti-moderne, anti-lumière, et enfin disons tout ce qui va condenser la réaction vers les années 1860, c'est la théosophie. Donc, Madame Blavatsky va publier un bouquin de 1500 pages qui s'intitule Le voile d'Isis. Elle va reprendre l'ensemble des croyances les plus invraisemblables pour en faire une sorte de paquet avec le tantrisme, la hiérarchie des races, la hiérarchie des sexes, etc. Et ça va donner 3 branches. L'ariosophie, qui va donner le nazisme et qui se développe à partir de 1910, avec des fanatiques comme Lanz von Liebensfeld, Ça, c'est un premier courant de littérature délirante. Il y en a un deuxième qui est le New Age, qui est fondé au début du 19e siècle par des théosophes. Il y a des communautés New Age qui commencent en 1905 et qui finissent en 1965. Et là-dedans, il y a aussi tout le tantrisme, le ceci, le cela. Les prières à la grande déesse, enfin d'autres éléments de ce genre-là. Et le troisième courant, c'est l'anthroposophie. L'anthroposophie est fondée par Rudolf Steiner, qui était le responsable théosophe pour l'Allemagne. Et bon, il prend son autonomie et il fonde l'anthroposophie, qui est un mouvement ésotérique avec toutes sortes de croyances astrologiques et autres que l'on retrouve dans certains points de l'agriculture biodynamique qu'il a mis au point, vous voyez. Il y a les astres, enfin il y a toutes sortes de choses. Il croit aux humeurs, il croit aux astres, il croit à un ensemble de... Il a fait des milliers de conférences, on a édité des centaines
centaines de tomes de ces conférences, et c'est la confusion la ésotérique, et qui se traduit dans les faits. C'est-à-dire que, comme il y a 4 humeurs chez Aristote, dans la classe d'une école Waldorf-Steiner, on va mettre les flegmatiques dans un coin, les sanguins dans un autre, etc. Et qui possède aujourd'hui un certain nombre d'institutions. Ah oui, absolument, bien sûr. Il y a des firmes industrielles, il y a des banques. Enfin, disons, il y a tout le secteur du développement personnel, de la santé, de l'éducation qui se développe, mais à grande vitesse. Et des responsables, notamment des Verts en Allemagne, Madame Nissen, qui était ministre de la Culture et qui est anthroposophe, enfin, elle a témoigné de sa spiritualité dans la revue d'anthroposophie française. Tout ça fait que c'est passé dans une sorte de naturisme attendrissant. Enfin, c'est tout à fait tendance. On ne voit pas du tout l'arrière-plan ésotérique, ni même politique, parce qu'il y a évidemment un arrière-plan politique. Vous venez d'entendre la dernière partie des séries d'été. Rendez-vous le 1er septembre pour une émission avec Aline Girard, le militantisme communautariste. Vous pouvez retrouver les émissions évoquées lors de cette émission, ainsi que des liens vers des documents permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique.fr. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.